Salam alaikum azulfillaoun, bonjour. Se mobiliser en masse et battre le rappel des élites avant-gardistes pour faire rempart à l'obscurantisme, c'est aussi faire feu de tout bois. C'est lâcher la proie pour l'ombre, faire peur aux gens, leur faire craindre qu'ils vont être replongés dans le fanatisme des âges sombres, s'ils votent pour l'un plutôt que pour l'autre. C'est un peu la mode. Partout où les peuples arabes ont un temps soit peu frémis, bougé, partout où ils se sont révoltés contre le despotisme. Alors, l'usage du repoussoir djihadiste est devenu une sorte de panacée. En Algérie, après l'interruption du processus électoral qui avait donné la victoire aux islamistes du FIS en 1991, en 1992, la gauche algérienne, dans toutes ses tendances, avait massivement rejoint les putschistes. Non seulement elle a pleinement adhéré au coup d'État, mais elle l'a même appelé publiquement de ses vœux. Elle a justifié l'innommable, les dépassements, les crimes contre l'humanité et jusqu'à la prédation la plus débridée par une mafiocratie qui éradiquait de la main droite au moment où elle pillait de la main gauche. Nombreux parmi ces progressistes finiront d'ailleurs eux-mêmes dans la peau de riches hommes d'affaires, entre guillemets. Nombreux deviendront même des prête-noms et des associés des généraux putschistes. Ils sont connus. Mais la majorité de ces gauchistes algériens qui ont donc rejoint les généraux putschistes et génocidaires et qui deviendront eux-mêmes des éradicateurs parmi les plus féroces n'ont tourné le dos à leurs convictions profondes et à leurs ancrages que par une sorte de peur panique du fanatisme islamiste. Nombreux parmi eux ont rejoint le camp du régime, leur ennemi naturel, que parce qu'ils pensaient sincèrement qu'ils n'avaient pas le choix et que leur alliance avec la junte était un mal nécessaire, une sorte de légitime défense pour conjurer la menace islamo-fascisante, plutôt le choléra que la peste, disait-il alors. Les généraux, et tout particulièrement le DRS, qui allait mettre en branle le fameux terrorisme pédagogique, ira jusqu'à organiser l'assassinat d'un grand nombre de ces mêmes gauchistes algériens, particulièrement certains parmi les plus prestigieux parmi eux, et inscrire leur assassinat à l'actif du terrorisme djihadiste. Il n'y a plus aucun doute aujourd'hui que c'est le DRS qui a fait assassiner un grand nombre de ces intellectuels parmi les plus populaires pour rendre encore plus inconditionnel l'attachement du régime des élites de gauche, l'attachement au régime des élites de gauche. En même temps que montait la population contre la mouvance islamiste. Les médias, y compris ceux d'outre-Méditerranée, ne se feront pas prier pour rameuter les foules. Rien de tel pour stimuler l'ardeur éradicatrice de ces gauchistes égarés dans les méandres de ce qu'ils croyaient être un ralliement stratégique. L'exemple va faire Flores. En Égypte, les mêmes causes allaient engendrer les mêmes effets. La victoire des islamistes allait provoquer une levée des boucliers des milieux dits progressistes. Le plus drôle, s'il n'était tragique, est que ce sont des milliardaires très proches du régime, dont le très sulfureux Sawiris, qui allaient faire rouler les tambours de la guerre et mobiliser le peuple égyptien en se servant des milieux intellectuels de gauche. La suite est connue. Le seul président élu démocratiquement fut donc non seulement renversé, mais jeté en prison, et l'ancien régime put revenir aux affaires dans un bain de sang. Et au point où vont les affaires, il est même envisagé de libérer l'ex-Raïs, ses fils et tous ses anciens dignitaires. En Tunisie, nous y arrivons, même si l'utilisation de la menace islamiste n'a pas été poussée à de tels excès et à une telle outrance, il n'a pourtant échappé à personne que l'usage de l'épouvantail, de l'obscurantisme, du salafisme, du djihadisme a été au cœur de la campagne électorale, malheureusement. Il ne fait aucun doute que de très larges couches de la population, traumatisées par ce qui s'est passé en Algérie et travaillées au corps par de tonitruants djihadistes tunisiens, ne voteront pas pour tel ou tel candidat, mais contre l'islamisme. Et pour beaucoup, Marzouki est devenu le repoussoir idoine. Il aura beau s'époumoner, affirmer qu'il n'est ni salafiste ni djihadiste, même s'il reconnaît le droit aux islamistes à l'expression politique, rien n'y fait. Ses adversaires ont trouvé le filon
et ils l'ont exploité jusqu'au bout. C'est cela, la politique New Age. La grande inconnue est de savoir maintenant ce que deviendra la Tunisie d'après le 21 décembre. Ira-t-elle vers un processus de dissolution de la Constitution pour une recomposition du champ politique? Tous les pouvoirs seront-ils concentrés entre les mains d'une seule mouvance, dont personne n'ignore qu'elle est désormais squattée par des caciques de l'ancien régime? Et dans tout ça, la gauche tunisienne aura-t-elle perdu son âme? L'islamisme nahdaoui se sera-t-il embourbé dans des circonvolutions politiciennes? Aujourd'hui, Huffington Post. Dernier jour de campagne en Tunisie avant une présidentielle historique. Le Progrès. En Tunisie, une élection pour l'histoire par Xavier Frère. Et enfin, Libération. La Tunisie à la veille d'élire son président. Avec nous, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Samir Abdallah, avocat et ancien ambassadeur tunisien, M. Monsof Ben Marad, directeur du journal Akhbar al-Jamhouriya, et M. Tayyib Zahar, directeur du magazine Réalité. M. Samir Abdallah, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Alors, plus que quelques heures maintenant pour savoir ce que sera le destin de la Tunisie. Quelle est l'ambiance en ce moment dans le pays? Aujourd'hui, officiellement, c'est une journée de silence électoral selon le code électoral. Donc, les médias observent le silence. C'est une journée de sérénité, de calme. Les électeurs, le corps électoral tunisien, donc, s'apprête demain matin donc, à élire, à faire son choix souverain. Nos compatriotes à l'étranger ont commencé déjà à voter depuis 2 jours. Et donc, les Tunisiens sont très contents. C'est une ambiance de joie. Il y a une forte attente donc de voir finalement les résultats du second tour, parce que les Tunisiens, il faut le dire, ont été harcelés par le vote en 2 mois pratiquement. Les Tunisiens ont voté 3 fois, donc une fois pour les élections législatives et 2 fois pour les élections présidentielles. Mais je pense que demain, ce sera une grande fête de la démocratie, quel que soit le gagnant. C'est la Tunisie qui est gagnante, c'est la démocratie. Et nous aurons, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure lors de votre présentation, le premier président de la République élu au suffrage universel libre et transparent dans le monde arabe. Mais sinon, si Samir, vous pensez réellement que dans les 2 camps, quel que soit le résultat, les résultats seront accueillis de façon sereine, avec un vrai fair play, sans problème? Bon, il faut dire, vous avez bien suivi donc les événements en Tunisie, les événements de la campagne électorale. Oui. Bon, il y a des menaces qui viennent d'un seul bord, d'un seul camp. C'est le camp du candidat M. Mansour Mazouk, qui est le président sortant. Enfin, il y a des menaces réelles. Il s'allie avec les LPR, les ligues de protection de la révolution, qui n'ont rien de protection de la révolution. Ce sont des milices d'extrême droite. Une alliance avec des djihadistes islamistes. Bon, il a fait une campagne voulant mettre le Sud contre le Nord, le Sahel contre l'Ouest. Bon, je pense que c'est le propre d'une campagne électorale, c'est-à-dire une campagne électorale de lutte et chaude au niveau des injures, des insultes. Franchement, je n'ai pas aimé ça. Bon, il y a une excuse, nous n'avons pas de tradition d'élection démocratique, mais j'espère bien que finalement la sagesse primera demain. Et il faut avoir vraiment beaucoup de fair play pour accepter non pas les résultats du vote, mais pour se soumettre à la volonté souveraine du peuple, parce que tout le monde parle au nom du peuple. C'est le peuple qui tranchera demain, et on doit accepter les résultats, quel que soit le gagnant. Mais M. Samir Abdallah, vous pensez sérieusement que Marzouki soit allié à des groupes djihadistes, et vous pensez sérieusement
que ces groupes dits de protection ou de défense de la révolution... Ce n'est pas une question de pensée ou d'opinion. Oui. Nous avons vu sur les chaînes télé tunisiennes, nous avons observé les meetings tenus par M. Marzouki, nous avons vu des extrémistes dont les noms sont très connus par les Tunisiens, tels que Drige, tels que Rikoba, tels que des salafistes extrémistes notoires. Je n'ai rien contre les salafistes. Toutes les tendances ont droit de citer en Tunisie pourvu que ces tendances se soumettent à la loi et ne recourent pas à la violence. Donc ce ne sont pas des opinions, ce sont des choses vues, mon cher ami. Nous sommes Tunisiens, nous vivons en Tunisie, nous ne vivons pas sur une autre planète. Je n'ai rien contre M. Marzouki, comme je n'ai rien contre M. Sepsi, c'est la démocratie, il y a une compétition, mais finalement je pense qu'il y a eu recours à des paroles électorales très violentes à l'encontre de l'adversaire d'en face. Oui, mais moi non plus, je prétends pas défendre qui que ce soit, mais M. Mansour Marzouki se défend vigoureusement d'être djihadiste, d'être soutenu par les djihadistes. Au contraire, il dit vouloir les combattre, il dit vouloir ne pas reconnaître le djihadisme, l'extrémisme, quel qu'il soit. C'est ce qu'il dit publiquement dans tous ses discours. Vous savez très bien, cher ami, qu'en politique, ce qui compte, ce sont les actes et pas les déclarations politiques destinées à la consommation interne ou externe. Monsieur Marzouki reçoit bien au palais présidentiel de Carthage des extrémistes qui ont été par la suite traduits devant les tribunaux. Il y a eu des jugements qui ont été rendus à l'encontre de ces extrémistes, des jugements de justice, oui. Et on les voit présents lors des meetings de M. Marzouki. C'est une vérité dûment prouvée par toute la presse tunisienne et même étrangère, toutes tendances confondues. Restez avec nous, si Samer Abdallah. Monsieur Taïeb Zahar, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie moi-même. Bonjour. Merci. Vous êtes directeur du magazine Réalité. Exact, le hebdomadaire Réalité, tout à fait. Alors, dites-moi une première question. Pourquoi on a l'impression que la quasi-totalité de la presse s'est alliée à rallier M. Beji Caïd Sebsi? C'est pas la totalité de la presse, mais il faut avouer qu'il y a une grande frange de la presse tunisienne qui est, comme vous le savez, a gagné sa liberté grâce à la révolution qu'on vient de vivre depuis 3 ans. Donc ça, c'est le premier acquis de la révolution. Aujourd'hui, la presse soutient Beji Caïd Sebsi, en tout cas une large frange de la presse, pour des raisons, je dirais, objectives. D'abord, parce que il faudrait plus une cohérence entre les deux têtes de l'exécutif tunisien, entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. S'ils étaient de bords antagonistes, il est fort à parier que il y aurait des dysfonctionnements au niveau de l'exécutif. Donc, il serait plus logique et plus harmonieux pour conduire des réformes qui vont être très dures, très difficiles, parce que ce qui aujourd'hui attend les Tunisiens, ce sont des heures disons très difficiles, des heures où on doit travailler, compter sur nous-mêmes, produire davantage, etc., et prendre peut-être des mesures qui fâchent. Et donc, si aujourd'hui on a à la tête de l'exécutif deux têtes qui soient antagonistes, qui soient opposées, il est fort à parier que que l'action gouvernementale serait freinée. Ça, c'est une des raisons. Mais en plus, comme vient de le dire notre ami Maître Samer Abdallah, c'est que aujourd'hui, malheureusement, il y a un amalgame qu'entretient le candidat Marzouki. Nous sommes effrayés par le fait que justement que les ligues pseudo-révolutionnaires, en tout cas de défense de la révolution, aujourd'hui soutiennent et menacent d'ailleurs la Tunisie d'un bain de sang si par malheur pour elle venait à être élu Monsieur Beji Caïd Sebsi. Donc c'est des faits. En plus, il faut pas oublier les chiites qui venaient du Moyen-Orient aujourd'hui qui recommandent un certain nombre, je dirais, de prêches qui sont contre toute forme de liberté, de démocratie et surtout d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces prédicateurs, fort connus d'ailleurs, sont accueillis en grande pompe au palais de Carthage. Donc
Donc ça, si vous voulez, ça ne peut pas tromper. Donc on comprend que il est des ambitions et il faut de toutes les façons respecter les urnes, respecter la volonté populaire. Mais d'un autre côté, sous prétexte de gagner des élections présidentielles, on ne peut pas aujourd'hui tenir un discours qui diviserait les Tunisiens entre le Nord et le Sud, qui diviserait, je dirais, les riches et les pauvres, qui diviserait les laïcs et les croyants. Tout ça, nous n'en voulons pas parce que la Tunisie est encore très fragile. C'est vrai que c'est le premier pays arabe qui a réussi jusqu'à maintenant, touchant du bois, sa transition démocratique. Elle est d'une certaine manière exemplaire. Elle est révélatrice peut-être d'une certaine maturité du peuple tunisien, mais nous avons des craintes. Et donc là, c'est à ce niveau-là que je pense que la presse a jugé, en tout cas de larges franges de la presse. Mais nous on a l'impression, nous qui suivons un peu de loin, on a l'impression un peu pesante que le camp de Béji Caïd Sebsi a réussi la gageure de focaliser sa campagne électorale sur un islamisme, un djihadisme supposé de son rival, à un point où aujourd'hui tout le monde parle sérieusement d'une menace islamiste qui pèserait sur tout le pays si Marzouki est élu, alors que le personnage est connu pour être un homme de gauche, pour être contre l'islamisme, même s'il reconnaît à l'islamisme un droit à l'expression politique à la condition de rentrer dans un cadre démocratique. Mais on a, vous disais-je, cette impression que la campagne de Béji Caïd Sebsi a réussi à focaliser l'essentiel de son message sur ce supposé islamisme, djihadisme de Marzouki, de son alliance avec des groupes violents qui menacent de mettre la Tunisie à feu et à sang, comme vous venez de le dire vous-même d'ailleurs. Oui, mais de toute façon, on peut reprocher aux deux camps, parce que l'autre camp a utilisé aussi d'arguments qui sont honnêtement honteux. Aujourd'hui, en parlant de l'âge du candidat Béji Caïd Sebsi, en disant que il est aux portes de la mort, ça c'est le cercle le plus proche et les proches conseillers de Marzouki. Aujourd'hui, malheureusement, comme c'est une première élection présidentielle libre, il y a des dérapages, ça je le reconnais. Mais il faut dire quand même en faveur de M. Béji Caïd Sebsi, nous n'avons pas eu aujourd'hui, on n'a pas stoppé aujourd'hui l'arrivée des islamistes en 2011 quand ils ont gagné les élections et je vous rappelle que c'est M. Béji Caïd Sebsi qui avait au bon déroulement et qui a remis les clés aux islamistes en Tunisie. Aujourd'hui, on n'a pas de problème avec les islamistes. On est d'accord, on doit cohabiter ensemble, on doit apprendre à vivre ensemble. Et donc, on n'a pas ni le camp de Béji Caïd Sebsi, ni même les démocrates tunisiens. Je vous ai entendu tout à l'heure parler du cas algérien. Le cas algérien ne ressemble en aucune manière au cas tunisien, parce que nous avons accepté le résultat des urnes quand les islamistes avaient gagné les élections, et on a vécu donc avec des gouvernements dits de la Troïka qui avaient les islamistes, mais aussi M. Marzouki avec son parti CPR et Takassel. Donc nous on a vécu, mais malheureusement, si on doit revenir un peu sur le bilan de ces 2 ans ou de ces 3 ans de cohabitation, enfin de gouvernement de la Troïka, je peux vous dire, sans entrer trop dans les détails, que ce bilan est très très négatif, puisqu'on a vécu bien sûr des assassinats politiques avec l'assassinat de 2 leaders de l'opposition que vous connaissez. Donc on a vécu des troubles, et sans compter bien sûr que la situation économique a dérapé, sans compter que les principales revendications de la révolution n'ont pas été prises en compte. Donc nous parlons, nous avons accepté l'alternance, les Tunisiens ont accepté l'alternance, en tout cas par les urnes. L'arrivée des islamistes a été bien sûr applaudie, et donc on n'est pas dans un antagonisme ou en tout cas dans un affrontement avec les islamistes. On est simplement, nous en tant que démocrates, on tient à ce que le projet de société en Tunisie en tout cas, nous espérons qu'il soit un projet moderne, qu'il soit un projet de tolérance, qu'il soit un projet de société d'ouverture, que
la Tunisie continue à être un pays de modération et de cohabitation de tous ces enfants. Donc, on n'est pas dans une logique d'extermination, dans une logique d'exclusion de l'autre. Mais si on doit juger le bilan de Marzouki, de M. Marzouki en tant que président de la République, ben je suis en train de chercher une seule attitude, en tout cas une seule action qu'il a menée, qui a été couronnée de succès. Restez avec nous aussi, Zahir. Disons que le bilan de M. Marzouki et même de la Troïka a été, je pense, très très négatif. Restez avec nous aussi, Je pense qu'il faut rester au niveau du cas tunisien et ne pas faire des comparaisons rapides avec ce qui s'est passé en 1980. D'accord. Restez avec nous, nous allons revenir à ce que vous venez d'évoquer. Si Samir Abdallah, si Tayyip Zahar vient de dire que ce n'est pas seulement le camp de Beji Sebsi qui a usé donc de ses moyens de campagne électorale, à la limite à la guerre comme à la guerre, et il reproche au camp de M. Marzouki d'utiliser par exemple l'âge du candidat. En fait, cela aurait été naturel dans tous les pays du monde. Généralement, un candidat de 88 ans ne peut pas ne pas attirer l'attention sur son âge. Mais en plus de cela, ce que reproche la campagne de Mansour Marzouki au camp adverse, c'est aussi qu'il y a dans son sein, dans le sein de l'équipe de M. Sebsi, beaucoup de gens de l'ancien régime. Bon, finalement, c'est une fausse histoire. La question des symboles de l'ancien régime, le fameux mot azlem en arabe, je pense que c'est un faux problème. Tout d'abord, si on voit les députés de la majorité parlementaire, donc les députés du bloc parlementaire présidé par M. Sebsi de Tunis, pratiquement il n'y a pas un seul député qui a assumé de haute responsabilité sous l'ancien régime. Donc le démenti, il est là. Et puis les anciens du régime, il faut mettre les points sur les i. Il y a des patriotes qui ont servi l'État tunisien. Je n'en disconviens pas. Directeurs généraux de sociétés, de banques. Oui, tout à fait. Ambassadeurs qui ont servi l'État tunisien. Donc, tant que la justice n'a pas incriminé officiellement ces symboles de l'ancien régime, ce sont des citoyens tunisiens qui ont droit à la cité, qui ont le droit de s'exprimer et qui ont le droit de servir leur pays, voilà. Moi, je n'en disconviens pas. Moi, personnellement, dans une émission précédente, j'ai dit mon point de vue de journaliste, j'ai dit qu'il était préférable que les anciens caciques du régime reviennent par la voie démocratique, à la limite c'est leur droit, ce sont des citoyens, plutôt que de les confiner à des attitudes violentes ou de manipulation ou de magouille ou d'alliance avec des forces supranationales. Mais exactement, exactement. Et vous avez soulevé tout à l'heure dans votre question ce faux problème de l'âge du candidat de Beji. Oui, il est âgé, mais à côté de nous, en Italie, il y a un président encore plus âgé que M. Qaïd. Mais qui n'a pas de pouvoir. Non. On a voulu déplacer. Non, M. Samir Abdallah. C'est Samir Abdallah. Des sujets secondaires. Oui, je vous écoute. Je m'excuse de vous interrompre. Je suis vraiment désolé. Vous disiez tout à l'heure qu'il ne fallait pas faire de comparaison. On ne peut pas comparer avec l'Italie où le président italien n'a pas de pouvoir. Ça n'a rien à voir. Alors que, logiquement, en Tunisie, si le président a une majorité parlementaire de son côté, il a tous les pouvoirs quasiment. Ce qui n'a rien à voir avec l'Italie où le président italien est pratiquement un poste honorifique. Cher ami, oui. Il faut préciser là-dessus, je suis juriste, je suis un expert du droit constitutionnel. Et ambassadeur. La constitution tunisienne, non. Le président de la République a deux domaines réservés, c'est la défense, la sécurité et la politique étrangère. Mais tout le reste relève du chef du gouvernement. Oui. Vous m'écoutez? Oui, je vous écoute, oui. Donc, c'est un régime parlementaire, comme en Italie, il y a un régime parlementaire, bien que les experts du droit
pas, lors de l'élaboration de la Constitution, il faut dire deux mots. Cette Constitution, c'est le fruit, le produit d'un rapport de force au sein de l'ex-assemblée constituante où Nahda et ses alliés avaient l'écrasante majorité. Donc je pense que la Tunisie, un petit pays, peut-être avait intérêt à maintenir un régime présidentiel aménagé en limitant les pouvoirs du président de la République. Je pense que finalement, on a focalisé sur des sujets tout à fait futiles et secondaires, au lieu de parler programme, au lieu de parler alternative, au lieu de parler aux Tunisiens de leurs vrais problèmes, comme l'a dit M. Taïeb Zahar, les vrais problèmes, le drame que nous vivons actuellement sur les plans. La Tunisie était à l'avant-garde des pays émergents au niveau de tous les paramètres de développement. Maintenant, on a reculé derrière les classements au niveau du club économique de Davos, au niveau de la transparence, au niveau de la gestion des deniers publics. Je pense que au lieu de reprocher à M. Sipsi son âge, il fallait peut-être discuter de ses programmes, de ce qu'il propose. Moi, personnellement, et vous pouvez demander ça à une majorité de Tunisiens, il ignore finalement le programme de Mazzouri. N'a jamais parlé programme. Il n'a jamais parlé. Toute sa campagne a été focalisée sur l'adversaire, sur le candidat d'en face. C'est de bonne guerre, mais finalement, il fait le choix demain. C'est un choix de deux projets, c'est un choix de deux programmes, finalement. C'est ça. Merci, Si Samir Abdallah. Je retourne, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je retourne à M. Taïeb Zahar. Vous avez dit tout à l'heure que le bilan de M. Marzouki n'était pas très reluisant, qu'il n'a pas fait grand-chose. Oui. En fait, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas de pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de pouvoir, mais il avait aussi quand même un pouvoir moral. Et donc, mais dans le domaine où il avait au moins un certain pouvoir, et notamment au niveau de la diplomatie étrangère, il n'a fait pratiquement que des fautes. Vis-à-vis des pays voisins, dont l'Algérie, c'est un comportement, je dirais, avec nos pays, nos amis traditionnels, je dirais, nos voisins et autres. Il a pu avoir, avoir des relations conflictuelles, tendues, etc. Pour la Syrie, par exemple, il a rompu les relations. Bien sûr que nous vomissions le régime de Bachar al-Assad, c'est évident, mais le fait de couper les relations diplomatiques avec la Syrie, il a mis en danger des milliers de Tunisiens qui travaillaient, qui vivaient en Syrie. Donc il a un comportement absolument imprévisible, non seulement au niveau de la politique intérieure, mais également pour la politique étrangère, auquel justement la Constitution lui a donné quand même beaucoup de marge de manœuvre. Et là, il a entraîné la Tunisie, alors que la Tunisie a toujours été un pays de modération, en essayant toujours d'avoir de bonnes relations. Ça c'est un peu les constantes de la tradition de la politique étrangère tunisienne, qui était basée sur une politique non interventionniste, parce que nous sommes un petit pays et on n'a pas à donner des leçons au monde, on n'est pas le nombril du monde, il faut quand même se remettre à notre véritable place, mais la politique tunisienne étrangère a été toujours respectée en Afrique et au Maghreb et au-delà du Maghreb, nous avons des contents, et M. Mazzouri, par son comportement absolument imprévisible, a eu si vous voulez, je dirais, la prouesse d'entretenir des relations absolument conflictuelles avec tout le monde, y compris avec la Libye, où il a choisi un camp par rapport à l'autre, en Égypte, bien sûr, où il a pris position, mais tout ça, on n'avait pas à le faire. Il s'est comporté, c'est vrai, peut-être... C'est un homme de gauche, c'est un homme de gauche. C'est Taïeb Zahar, on arrive malheureusement au bout de l'émission. Demain, nous organisons une émission spéciale sur les élections en Tunisie. Au lieu du top 3, nous présenterons donc le vif du sujet, qui durera au moins 1 heure. Et je remercie mes invités, Samir Abdallah et Taïeb Zahar. Merci beaucoup, cette émission est maintenant terminée. Qala khair, bislama.